À la page 53 du chapitre 26 de mes notes de cours, on résout la situation 2 de la section 1.2 de Séguin, situation qui s'intitule « La superposition des forces en deux dimensions » et dont on peut lire le libellé à la page 24 de Séguin. On interrompt la vidéo pour prendre connaissance du texte. Après une première lecture, on va identifier nos données connues, les données recherchées, là où les données recherchées. On s'aperçoit de la lecture du texte qu'on nous donnait toujours la charge et les coordonnées là, des particules. Une façon rapide de ne pas avoir à répéter toujours les mêmes unités, puis les mêmes symboles, etc., c'est de le faire sous forme de tableau. Je vous le montre ici. Donc, on me donnait toujours la charge. Fait que j'ai appelé ma première colonne la charge I, mais pas la charge I, la charge Q, excusez. Je me trompais avec le I en pensant à l'indice I, parce que je vais avoir plusieurs charges. C'est pour ça que ma première colonne me sert à donner l'indice I, dans le fond. Fait que je vais avoir le Q A, si on veut. Fait que je remplace mon petit I par A. On nous donnait sa valeur de plus 1. Après avoir donné la charge, on me donne toujours la position. Fait que c'est pour ça que je vais appeler ça XI en mètres, YI en mètres pour XA, YA si on veut. Donc on me donnait la position de cette particule-là. Puis on faisait la même affaire pour la deuxième particule. Fait que QB, sa charge vaut plus 2 microcoulombs. Elle était à la position 4 en X, puis 0 en Y. Puis on avait une troisième particule C, fait que ça me donne les valeurs de QC, XC, YC. En termes de charge, c'était une moins 3 microcoulombs. En termes de position, elle était à 4 en X, puis à 3 en Y. Et la dernière particule, D, donc ses équivalents, c'était une moins 4 microcoulombs, puis elle était en la position 0 en X, puis 3 en mètres. Fait que c'est une façon plus rapide de fournir les données de problème. Et dans la dernière phrase de la problématique, on me disait, dans le fond, je vais vous demander quelle est la force électrique. Mais on nous la demande juste pour la D. En Newton, évidemment, c'est une force. Donc, le point d'interrogation est ici, puis on ne parle pas des forces électriques existantes sur les autres particules. C'était l'étape d'identifier nos données. Sur un schéma, maintenant, à partir de rien, initialement, j'aurais probablement dessiné mes 4 particules. QA qui était à l'origine, donc dessiné à peu près ici. QB qui était en 4, 0, une positive. QC qui était en 4, 3, donc à peu près ici, et QD qui était en 0, 3, donc à peu près ici. J'ai pris la peine ici de les mettre en grosseur relative à leur valeur, mais ça nous aide des fois à interpréter, à vérifier si on est cohérent, mais ce n'était pas strictement nécessaire. On va me demander quelle est la force en D. Donc, je vais avoir des vecteurs force qui sont dessinés en entour ici. Je vais décacher tout de suite le QD. Donc, j'ai identifié sur mon dessin, à part les forces, toutes les données du problème. Il va s'en rajouter quand je vais le développer. Les forces, je suis capable déjà d'indiquer au moins leur direction, parce que pour le calculer, je vais faire principe de superposition. Je vais appliquer le principe de superposition pour calculer la force électrique en D. Donc, ça va être A sur D, B sur D, plus C sur D. Je l'ai mis en jaune pour montrer clairement que cette formule-là, on peut la retrouver, je ne dirais pas telle qu'elle, c'est pour ça que j'ai ajouté aussi l'adjectif adapté, mais on retrouve cette formule-là sur le résumé du chapitre 26. Mais là, je l'ai légèrement adapté pour tenir compte que j'avais 3 termes puis les lettres que j'avais utilisées. On peut déjà commencer à identifier nos choses. C'est les longueurs relatives que je ne connais pas. Mais A sur D, c'est une plus, une moins. Donc, A sur D va être par en bas ici. La force A sur D. La longueur, je ne la connais pas pour l'instant. Donc, au départ, j'aurais probablement juste identifié au moins le sens. Je sais que ça va être par en bas. C'est pour ça que je le mets ici. Mais je ne connais pas encore sa longueur relative. B sur D, moins plus, B sur D va être dans le coin ici. Donc, je ne connais pas non plus sa longueur exacte, mais je sais qu'il pointe vers là. C sur D, moins moins, la C va repousser la D. Donc, c'est un vecteur qui est ici, dont je ne connais pas non plus tout à fait la grandeur relative.
Avant de pouvoir les additionner vectoriellement, il va falloir que je calcule chacun quel est son module. C'est pour ça que je vais utiliser la loi de Coulomb que j'ai retranscrit ici, qui est tirée d'un formulaire. C'est pour ça que je la mets en jaune, là, pour montrer que je suis allé vraiment la prendre dans le formulaire. Et maintenant, je vais la prendre pour calculer le module de ma première force. Donc, la loi de Coulomb entre A et D, ça va me donner la valeur de F électrique A sur D. Donc, ça va être K, QA, QD, divisé par la distance entre les deux. Cette équation-là m'amène à identifier qu'est-ce que c'est exactement RA sur D, c'est la distance entre ces deux particules-là. Et je réalise donc dans le fond que c'est ma valeur de Y ici moins ma valeur de Y ici. Fait que prochaine ligne, je vais avoir remplacé que c'est YD moins YA. Évidemment, tout ça mis au carré. Je suis prêt maintenant à faire les calculs avec les chiffres. J'avais 3 en Y moins 0 en Y. Encore une fois, pour remplacer x 10 à la moins 6, j'écris seulement des mu et ça me donne une réponse de 4 millinewtons. Je sais que je vais être dirigé vers le bas, donc j'ai besoin de faire de l'algèbre vectorielle, donc j'ai comme pas le choix de l'exprimer sous forme vectorielle, de dire que c'est moins 4 millinewtons J, ou encore de l'écrire moins 4 millinewtons et dirigé vers le bas. Je suis prêt maintenant à calculer le deuxième terme, donc je vais appliquer la loi de Coulomb entre B et D, que j'ai retranscrit ici. Donc c'est QC, QD, les deux charges concernées. Puis entre la distance RCD, donc je m'en vais sur mon dessin, j'identifie RCD, donc c'est la distance qui est ici, c'est la cote qui est ici. Je vais identifier RCD, donc ça se calcule en faisant le X à cet endroit-là, moins le X à cet endroit-là. Donc, prochaine ligne, j'ai marqué comment je calculais. RCD, XD moins XC mis au carré. Prochaine ligne, je suis prêt à mettre les chiffres. Donc, le XD, il faut faire attention, c'est ici, donc c'est 0 moins 4. De toute façon, c'est mis au carré, ça fait disparaître le signe. 6,75 millinewtons. Mais je vais avoir une addition vectorielle à faire tout à l'heure, donc il faut que j'identifie que c'était vers l'arrière. Le C sur D, ça repoussait, donc c'est une moins 6 en I. Tout à l'heure, c'était une moins 4 en J, pointait vers le bas, là, pointe vers l'arrière, une moins 6 en I. Je suis prêt à faire mon dernier calcul, le troisième terme, C sur D, donc j'applique la loi de Coulomb entre... J'ai une erreur. C'est pas que j'ai vraiment une erreur, mais c'est que tout à l'heure, j'ai calculé le troisième terme, puis ici, je suis en train de calculer le deuxième terme. J'ai inversé l'ordre que je les ai résolus. Donc, B sur D, la loi de Coulomb, donc c'est la charge QD, puis la distance entre BD au carré. On va sur mon dessin pour voir quelle est la distance entre B et D au carré. C'est la distance ici. Je ne l'avais pas encore mis sur mon dessin, là, je viens de l'ajouter, parce que je ne l'avais pas mis à l'époque, c'est parce que à chaque fois que j'essayais de mettre une cote, montrer une distance comme ça alourdissait terriblement le dessin. Ce que j'ai fait, j'ai mis un pointillé à l'arrière qui va de là jusqu'à ici, puis en diagonale, j'ai écrit que c'était RBD. Évidemment, on s'aperçoit que ça va faire un triangle rectangle. Là, pour réussir à calculer cette valeur-là, je vais résoudre un triangle rectangle. Je connais ce côté-là, ce côté-là, puis ça va être mon hypoténuse du rectangle. Pour ça qu'ici, j'ai fait un ajout là, depuis la dernière fois que je l'avais fait imprimer. J'ai utilisé le théorème de Pythagore. Il est en jaune, donc on le retrouve dans mes annexes. D'ailleurs, je vous le mentionne, je vais faire imprimer les annexes là, pour que vous les ayez. Mais dans la partie géométrie, là, si on ne s'en rappelle pas par cœur, on peut retrouver le théorème de Pythagore. L'hypoténuse est égale aux deux autres côtés au carré. Donc, mon hypoténuse, c'était RBD. Là, j'ai enlevé le carré, donc j'ai mis une racine. Le A, c'était un des deux côtés, donc c'était le R AB ou CD. Là. AB et CD, c'est la même chose. Donc, on va le changer, puis on va écrire CD. Étant donné qu'on avait déjà utilisé CD. Plus l'autre côté. L'autre côté, c'est le côté ici. Qu'on avait déjà utilisé AD quand on avait fait le problème, probablement la même chose. Donc, il est bon, c'est écrit AD. L'autre ligne, étant donné que je viens de faire une petite modif, je vais probablement avoir une correction à faire.
Donc quand je veux calculer CD, on l'avait fait tout à l'heure, c'était XC moins XD. Oups, excusez, on va le corriger. Je vais utiliser la même formule que tout à l'heure, quand on avait remplacé RCD par D moins C, donc XD moins XC. Ici, je vais avoir mon YD moins YA, comme je l'avais calculé tout à l'heure. Je peux remettre les chiffres pour calculer un RBD. Ça donne bien, c'était le triangle 3, 4, 5. Donc, 3 au carré plus 4 au carré me donne une hypoténuse de 5 mètres. Et je suis prêt à mettre ce résultat-là dans la quatrième équation qu'on avait abandonnée tout à l'heure. Donc, RBD dans la quatrième. Le K, valeur de QD, valeur de QB, divisé par le 5 au carré. Cela me donne le module de FEBD. Fait que déjà, le 2,88, 6,75 qu'il y a là, puis le 4, ça me permettrait maintenant de les dessiner relativement à l'échelle. Donc, A sur D vers le bas vaut 4, dessiner une certaine longueur. CD vaut 6,75, ben, j'avais dessiné une longueur plus grande. Et lui vaut 2,88, le B sur D. Donc, lui aurait dû être dessiné le plus petit, là. Celui-ci aurait dû être dessiné le plus petit. Et on va continuer à travailler beaucoup avec l'algèbre vectorielle parce que là, il faut que je les additionne vectoriellement. Puis c'est pas faire l'addition des 3 modules qu'il y a là. Il faut faire une addition selon X, selon Y. Puis ici, le module de 2,88 qu'il y a là, c'est un angle ici, c'est pas selon X, c'est pas selon Y. Fait que je peux pas les additionner présentement avec les deux autres vecteurs. Fait que ce 2,88 là, je vais être obligé de le décomposer selon X, décomposer selon Y. Donc on continue à réviser l'algèbre vectorielle. Pour pouvoir le décomposer, il va falloir que je connaisse son angle. Donc on avait une formule qui nous donne l'angle d'un vecteur quand on connaît ses composantes. Le problème, on va le voir dans une seconde, c'est que je ne connais pas ses composantes. Donc la formule qui est ici, c'est pour connaître l'angle d'un vecteur. Je l'ai mis en jaune, vous allez voir que vous la retrouvez là, dans les formulaires pour les annexes. Je l'applique à l'angle que je veux connaître. Donc c'était le vecteur B sur D qu'on veut connaître son angle. Donc sa composante Y divisée par sa composante X. Mais je ne les connais pas, je connais le module. Problème. Je reviens à la page précédente, 53, je vais aller travailler sur le dessin. Fait que je connais son module, mais je ne connais pas ses composantes. J'ai besoin de connaître l'angle qui est caché en arrière ici. Là, je ne l'avais pas décaché encore, mais ce que je cherche, c'est l'angle θ, l'angle que fait ce vecteur-là, j'ai réussi à l'attraper, avec l'axe des X, avec l'horizontale. Donc, j'ai mis un pointillé ici. L'angle que j'ai besoin de connaître, c'est toute l'angle qui est ici. La formule qu'on utilise là, nous donne toujours un angle par rapport à l'horizontale positive. Et toujours un angle qui est calculé de cette façon-là. J'ai besoin de connaître cet angle-là. Habituellement, on connaît les deux composantes y, x, là j'aurai le résultat. Mais même si je ne connais pas le valeur, par exemple, je sais, parce que j'ai un triangle rectangle ici, qui vont être proportionnels au rapport 3, 4, 5. Tantôt, je parlais du triangle 3, 4, 5. Là. Il va augmenter comme le 4 ici, puis comme le 3 qu'il y a là. Fait qu'il va quand même toujours être dans le rapport 3, 4, si on veut qu'il soit sur cette diagonale-là. Fait que même si je ne connais pas ces valeurs exactes, j'aurais le droit d'utiliser le rapport 3, 4. Il faut juste que je me rappelle que sa composante selon Y pointe vers le bas, parce que le vecteur descend vers le bas. Donc, il y a une composante Y négative, puis une composante X positive. Puis c'est en X qu'il y a le rapport 4, puis en Y qu'il y a le rapport 3. Donc, ce que je fais par géométrie, analyse du dessin, je vais utiliser mes valeurs de 3 puis de 4, mais je vais mettre un signe moins pour la valeur qui est selon Y, la valeur qui vaut 3. Okay. Donc, je pense que je les ai réécrits en dessous avec des chiffres. Je prends vraiment le rapport 3, 4. Ça me donne une valeur de moins 36,87 degrés. Je reviens à la page précédente. Quand on utilise une calculatrice, nos calculatrices nous donnent toujours l'angle le plus petit possible. Fait qu'il donne l'angle ici. C'est pour ça qu'il part négatif. Ça, c'est le sens de rotation négatif de mesure d'un angle. Donc, il donne moins 36,87. J'aurais le droit de travailler avec cet angle-là, tant que j'écris le moins en avant. Ou encore, je le transforme en angle positif en faisant 360 moins 36. Donc, mon angle, c'est 323,13. Ça parce que là, c'est quand même des gros problèmes. Hein? Il est loin d'être fini. J'ai juste trouvé mon angle pour pouvoir faire mon addition vectorielle.
Donc on continue. Ça va arriver des fois, les gens qui étaient en mécanique avec moi, ils ont déjà vu à quelques reprises ce genre de tableau-là. Ça arrive des fois que quand je fais de l'algèbre vectorielle, je la fais sous forme d'un gros tableau comme ça. Demain, je ne vous demanderai jamais de faire ça, mais je peux fournir le tableau pour vous aider à faire les calculs. Vous devez comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le tableau. Ben, la première colonne, c'est mon algèbre vectorielle. Ici, j'ai pris la lettre A juste pour dire que c'est une colonne vectorielle qu'il y a ici, si on veut. Deuxième colonne, je vais mettre des modules à cet endroit-là, mais je ne peux pas faire de mathématiques sur les modules. L'autre colonne, je mets des valeurs d'angle. J'ai mis une formule en dessous pour calculer un module, c'est la formule. Pour calculer un angle, c'est la formule. Donc, ça m'évite d'avoir à répéter les choses. Puis les deux dernières colonnes, dans ce temps-là, ce que je mets, c'est la composante selon x d'un vecteur, puis la façon de le calculer. Puis c'est une composante qu'on multiplie habituellement par le vecteur i unitaire. Puis ça, c'est la colonne pour mettre les valeurs en y. Puis l'équation vectorielle que je veux résoudre, ben, c'est la somme de mes trois vecteurs. Pour revenir à la page précédente, là, on voulait faire FE A sur D plus FE B sur D plus FE C sur D pour obtenir FE D total. Donc, c'est mon équation vectorielle que je veux résoudre est ici. Et je commence par remplir qu'est-ce que je connais dans mon tableau. Je retourne à la page 53, ben, je connais le vecteur A sur D, je connais sa composante selon Y, qui est moins 4, puis en X, il n'y a pas de composante, il n'est pas du tout sur l'axe des J. Donc, A sur D, j'aurai une composante en X de 0, puis une composante en Y de moins 4 selon ce que j'ai vu. L'autre qui était facile également, c'était la composante C sur D. On a vu que c'était une composante négative en X de moins 6,75. Puis il n'y a pas de composante selon J. Donc ça, c'est la composante, c'est le vecteur C sur D. Je retourne à la page 54, C sur D il est ici. Donc j'avais le moins 6,75 ici, puis le 0. Ce qu'il faut réaliser, c'est toujours sur les deux dernières colonnes que je vais pouvoir faire des opérations mathématiques. Je ne peux pas les faire sur ces colonnes-là. Donc les deux cases ici pour pouvoir les remplir. Mais cette fois-ci, je reviens en arrière, je n'ai pas, comme tout à l'heure, des valeurs en IJ. J'ai le module, puis on vient également à la page 54 de calculer l'angle. Donc cette fois-ci, c'est à cet endroit-là que ça se remplit. J'écris mon module et mon angle. Et maintenant, je vais vouloir calculer sa composante en X pour ce vecteur-là. Ben, je connais le module, puis je connais l'angle. Donc le calcul dans ma calculatrice, je vais faire 2,88 fois cos de 323. Je peux faire le calcul immédiatement si je veux ou non. Puis ça me donne la valeur qui est ici. Fait que vous voyez, quand j'indique un 1 comme ça, je veux dire c'est la première case que j'ai remplie en faisant des calculs. Les autres, c'était des données que j'allais chercher. Je peux faire la même chose pour la case en Y. Je peux aller chercher le chiffre si je veux. Évidemment, c'est intéressant d'aller chercher le chiffre ou encore sur la calculatrice. Maintenant, je pourrais faire l'addition. Donc, je vais faire 0 plus 2,88 cos 323 ou plus le 2,30 que là. Puis plus moins 6,75. Donc, ma composante en Y résultante, c'est moins 4,446. Donc, c'est ma troisième case que je remplis en faisant des calculs. Moins 4 plus tout ça ici, qui est une valeur négative, plus le 0, ça me donne cette chose-là, ma quatrième case que je remplis. Mais évidemment, je m'intéresse toujours à l'intensité de la force électrique à cet endroit-là, donc je vais être obligé de les recomposer, de partir avec ces deux composantes-là et d'appliquer les formules qui sont ici. Donc, ma cinquième colonne que j'ai prise, c'est mon moins 4,46 au carré, plus moins 5,728 au carré, qui me donne un module de 7,25. Et en ayant moins puis moins, déjà sur mon dessin, puis en ayant le module, je sais que je suis dans le quadrant ici. Il va être dessiné dans ce coin-là. Puis il va avoir une longueur qui est la plus longue des trois, parce que présentement, j'avais un module de 4, un module de 6, puis un module de 5. Puis lui, on vient de dire qu'il y avait le module de 7,25. Donc, ça serait le plus long. À quel endroit je le dessine exactement pour le savoir, ça me prend un angle. Donc, j'applique la formule qui est ici. Tangente de moins 5, la valeur en Y, divisé par moins 4, la valeur en X. Ça me donne une calculatrice, je vous dis, c'est pas tout à fait intelligent une calculatrice, ça me donne 52 degrés. Bien, 52 degrés, ça serait un vecteur qui serait par ici. Donc, c'est pas la bonne réponse. Évidemment, parce qu'ici, ça serait une composante plus divisée par une composante plus. Puis ici, j'ai une composante moins divisée par une composante moins. Ça donne la même valeur de tangente, ces deux quadrans-là. Donc, c'est pour ça qu'ici, il faut que je pense à faire ma correspondance, dire c'est 52 plus 180, le vrai angle, c'est 232, puis là, je pointe dans le bon quadrant.
Les autres colonnes n'ont tout simplement pas été utilisées pour réussir à trouver ma valeur. On va répondre immédiatement à la question instantanée 2 que j'ai intitulée « Superposition des forces en deux dimensions, l'orientation d'autres forces ». Parce que c'est le même problème. On part de ce qu'on avait, puis il nous demande simplement l'orientation de différentes forces. Fait que prenez connaissance là, du texte à la page 24. J'arrête la vidéo. Après avoir fait la lecture, je m'aperçois qu'on me demande l'orientation de D sur A. Donc, je vais avoir dessiné mes 4 particules, si j'aurais à les résoudre au complet. Fait que j'aurais ma particule D négative ici, j'aurais la particule A positive ici, la particule B dans le coin ici, et ma particule, il y avait du stock au départ, pas ça, plus ça, donc ma particule QC qui serait ici. On me demande la force électrique exercée par D sur A. Moins plus, ça veut dire que la A est attirée par la D, c'est un vecteur, la force électrique, elle est comme ça. En B, on me dit l'orientation de D, la force électrique exercée par D sur C. Donc, sur C, je vais le dessiner ici, c'est des moins repoussés, donc l'orientation est comme ça. Ça ne me donne pas la grandeur, je fais juste dessiner l'orientation. En C, on me demandait maintenant B sur C. Donc, sur C, le vecteur qui est exercé à cet endroit-là, mais par B, c'est moins plus, la B l'attire. Donc, c'est un vecteur qui va être dessiné vers le bas. C'est le petit vecteur qui est ici, identifié là, B sur C. Et finalement, en D, on me demandait C sur B. Bien évidemment, la troisième loi de Newton me dit que c'est simplement l'inverse de ce vecteur-là. Mais effectivement, moins plus, ça l'attire. Donc, le FEC sur B est ici. Fait qu'on voit, on fait beaucoup d'algèbre vectorielle là, dans ce chapitre-là. C'est sûr que c'est un peu plus